Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver, les fidèles des lundis de l'IHEDN, et puis d'accueillir tous ceux qui vont devenir, je n'en doute pas, des fidèles des lundis de l'IHEDN. C'est un très grand plaisir, c'est une occasion dans laquelle on peut vraiment débattre. Et pour l'IHEDN, cette tradition est maintenant très bien implantée. La dernière fois, on avait fait un jeudi, mais je crois qu'on avait quand même maintenu la fibre de ces lundis. On a choisi aujourd'hui un thème dont l'actualité ne vous échappera pas, sur les liens entre la guerre en Ukraine et les aspects géopolitiques de l'énergie. Je crois que ce qui rassemble ces deux aspects de la question, c'est que, en réalité, on a là deux domaines profondément humains, des problèmes qui mettent en cause des questions de rapports humains. La guerre, c'est évident, et quand on suit actuellement tout ce qui concerne ce conflit en Ukraine, mais comme tous les autres conflits, on mesure à quel point la guerre est d'abord un affrontement des volontés et un affrontement des collectivités humaines. Et à quel point également la guerre est une notion intersectorielle, interministérielle, qui, évidemment, très loin de mettre en cause seulement la question de la force des armes, met aux prises des sociétés entières. Et c'est bien là que l'IHEDN trouve pleinement à s'exprimer, puisque le rôle de l'IHEDN, s'exprimer, c'est de réfléchir à tout ce qui concerne la défense et la sécurité nationale. La défense nationale, tout ce qui concerne les menaces très larges, qu'elles soient militaires ou non militaires, et la sécurité nationale en ajoutant les risques. Et je disais que là, on a deux sujets profondément humains, parce que si on regarde la façon dont se présentent les sujets énergétiques aujourd'hui, dire que l'énergie, c'est une question géopolitique, ça veut dire d'abord que c'est une question politique. Et dire que c'est une question politique, c'est dire que c'est une question qui met aux prises les collectivités humaines. C'est une question stratégique. L'énergie est l'enjeu, parfois la source de conflits. C'est une question économique, mais l'économie, c'est profondément une question politique et humaine, puisque l'énergie est la source de revenus financiers très importants. L'énergie, c'est aussi une question sociale, une question de nos sociétés, et on le voit très clairement aujourd'hui. L'énergie, c'est une question technologique qui pose des questions techniques extrêmement importantes, et puis c'est une question de très long terme. Et tout ce que je viens de dire, j'aurais probablement pu le dire à peu près de la même façon il y a 20, 30, 50 ans, mais peut-être, ce sera à nos orateurs de le confirmer, mais peut-être qu'on assiste aujourd'hui à une accélération de l'évolution des types d'énergie, de la façon dont l'énergie va être utilisée, et donc de la façon dont elle peut générer, impliquer ces types de conflits. Quand on pense à la montée en puissance progressive du renouvelable, de l'hydrogène vert, de la géothermie, du bois-énergie, du biogaz, des énergies dites de récupération, aux questions d'efficacité énergétique, de baisse de la consommation, de part du nucléaire, des hydrocarbures, du gaz et des modalités d'approvisionnement, on voit très bien que, me semble-t-il, c'est un domaine qui est, parmi d'autres, le sujet d'évolution profonde. Et de ce point de vue-là, probablement la guerre en Ukraine, qui modifie l'échiquier mondial, la guerre en Ukraine sert de révélateur de tendances sous-jacentes qui avaient pu échapper au moins à ceux qui ne
sont pas des chercheurs sur ces choses-là ou qui ne sont pas des spécialistes. Aujourd'hui, je crois que de très nombreux facteurs vont apparaître au grand jour. Alors, pour en parler ce soir, trois invités nous ont fait l'amitié d'accepter de se joindre à nous, issus d'horizons divers. D'abord, Patrice Geoffron, que je remercie d'être là, qui était venu dans un précédent lundi, je crois, en 2019, et qui s'était interrogé déjà sur les enjeux énergétiques à l'horizon 2050. Monsieur le professeur, je crois que vous êtes docteur en économie industrielle, directeur du Centre géopolitique de l'énergie et des matières premières. Vous avez été vice-président international de Paris-Dauphine. Vous dirigez l'équipe énergie-climat et plusieurs chaires de recherche sur l'économie du climat, le marché européen de l'électricité, l'économie du gaz, blockchain, climat et énergie. Et votre intérêt se porte plus spécifiquement sur la convergence entre électricité et télécommunication, mais aussi sur de nouveaux usages de l'énergie et de nouveaux modèles économiques émergents. Et donc, un très grand merci d'être là avec nous ce soir. Et donc, vous aurez l'occasion de débattre ce soir avec Luc Poyer, que nous recevons pour la première fois dans ces lundis de l'IHEDN, mais qui est déjà, je dirais presque bien connu de l'IHEDN. Luc Poyer est diplômé de plusieurs écoles prestigieuses, l'ESSEC, l'IEP de Paris, l'ENA, mais vous avez fait l'essentiel de votre carrière dans le domaine énergétique en débutant votre parcours professionnel à la Cour des comptes, mais vous êtes ensuite très vite entré chez Elf Aquitaine, puis chez Total. Vous avez été directeur général de Gas Andes au Chili, directeur du projet de GNL intégré Qatar Gas entre 2004 et 2005. Vous avez été directeur général délégué de Poweo. De 2009 à 2019, vous avez dirigé les activités du groupe E.ON, devenu Uniper, en France, producteur d'électricité et qui commercialise l'électricité et le gaz. Et puis en 2020, vous avez repris les activités de la société France Nouvelle Énergie, spécialisée dans la réduction de l'empreinte carbone des entreprises. Et vous êtes aujourd'hui président de McPhy. Je m'empresse de dire que McPhy n'est ni le petit cousin de McKinsey, ni un Écossais qui se serait caché. C'est une entreprise française et franco-française. Voilà. Et donc, ce soir, vous allez plus particulièrement pouvoir nous tracer les perspectives d'une nouvelle géopolitique de l'hydrogène. Et puis, nous avons enfin l'honneur de recevoir ce soir Alexandre Perra, directeur exécutif du groupe EDF, qui est particulièrement en charge de la direction innovation, responsabilité d'entreprise et stratégie. À 41 ans, vous appartenez à cette génération montante de hauts responsables qui constitue d'ailleurs le vivier des auditeurs de l'IHEDN. Vous avez rejoint EDF en novembre 2014 comme directeur auprès du président directeur général d'EDF en charge de la coordination exécutive et des relations gouvernementales. Vous avez participé à la définition de la stratégie d'entreprise CAP 2030. En 2017, vous avez préparé la stratégie d'EDF dans le domaine du stockage de l'électricité et assuré en 2018 la direction du plan stockage qui vise à, je crois, accroître la capacité de stockage du groupe de manière très significative en 2035 à 15 gigawatts. Vous êtes également sponsor de Parlons Énergie, une démarche d'intelligence collective qui favorise le dialogue et qui vise à favoriser le dialogue entre les salariés pour enrichir la stratégie de l'entreprise. Et puis, depuis 2019, vous êtes membre du conseil de surveillance d'Enedis. Vous aviez aussi travaillé chez Thales, d'abord au département stratégie et puis à la communication internationale du groupe. Vous avez vous-même fréquenté de nombreuses écoles prestigieuses, notamment à Sciences Po, et vous êtes membre des Franco-British Young Leaders. Voilà, et je crois que
c'est à vous que je propose de prendre le premier la parole, puis à Patrice Geoffron de conclure, mais après avoir entendu entre les deux Luc Poyer. Et avant surtout que nous puissions échanger entre nous, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Mon général, mesdames et messieurs, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier l'IHEDN pour l'opportunité et l'honneur qui m'est fait aujourd'hui d'intervenir devant vous avec un peu de... Je suis impressionné par la qualité de l'auditoire et les intervenants qui vont passer derrière moi pour soit compléter, j'en suis certain, et peut-être même corriger ce que je dirais. Et donc je vais parler sous le regard bienveillant du professeur Geoffron. Comme vous le disiez, et vous avez presque déjà tout dit, posé en introduction, en général, la guerre en Ukraine nous force, je crois, à revoir profondément nos politiques énergétiques en France, mais plus globalement au niveau européen. Et de ce point de vue, il y aura, et il faut espérer qu'il y ait, un avant et un après la guerre d'Ukraine. C'est particulièrement vrai en Europe, où ce conflit, je crois, révèle des profondes fragilités accumulées par le continent et qui, depuis plusieurs décennies, ont fait qu'en Europe, on a en réalité oublié la question de la sécurité d'approvisionnement. Dans ce contexte, l'Europe et la France très fortement également est lancée dans une course à la décarbonation de nos économies, c'est-à-dire être en situation de produire et d'avoir une économie qui se sevre des fossiles ou qui est capable de continuer sa course ou de se maintenir en décroissant le recours aux fossiles. Eh bien, cette décarbonation des économies est à la fois une solution structurelle à la question de la dépendance au gaz et au pétrole russe, et donc c'est une bonne chose en soi, mais elle entraîne aussi de nouveaux défis en matière de sécurité énergétique, et ce sont des défis qu'il faut anticiper dès à présent. Donc je vous propose successivement de regarder ces deux points avant de revenir, puisque je n'oublie pas que je suis chez EDF, sur la stratégie d'EDF, l'entreprise nationale qui produit et fournit de l'électricité à notre pays. Alors, en réalité, on l'a oublié, je le disais, l'énergie et l'électricité en particulier ont toujours été des objets géopolitiques. Vous le disiez, on aurait pu le dire il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans. Il se trouve que depuis 30 ans, on l'a un peu oublié. Dans les années 90, s'est déployée l'idéologie ou les idées, disons, de Francis Fukuyama, de la fin de l'histoire, selon laquelle il y aurait une convergence universelle vers le modèle de démocratie libérale et accompagnée de la création d'un grand espace sans aspérité, dans lequel le marché pouvait déployer ses bienfaits. Alors avec un certain lot d'apports sur la hausse du pouvoir d'achat mondial, sur le développement des économies et donc le développement des indices de développement humain, mais aussi avec son lot d'instabilité. Les délocalisations de ce grand marché mondial, l'internationalisation poussée des chaînes de valeur qui a accompagné au passage l'extraordinaire décollage de la Chine. Et donc c'est bien cette vision du marché que la guerre d'Ukraine remet aujourd'hui radicalement en cause, et le choc est très violent pour l'Europe, qui plus est après une autre crise, cette fois-ci vraiment d'envergure mondiale, qui est la crise du Covid. Et je crois qu'à partir de quelques exemples, je peux illustrer dans le domaine de la sécurité énergétique, à quel point cette situation est devenue instable. Je vais pour ça prendre plusieurs exemples. Le premier, c'est celui bien sûr de la dépendance de l'Europe au gaz russe. Pendant toute la dernière décennie, la part des importations de gaz russe dans les importations totales de gaz de l'Europe a augmenté. Elle était de 30% au niveau européen en 2010, elle est de près de 40% en 2020. Je regarde Patrice Geoffron en même temps que je donne ces chiffres, parce que je veux être sûr qu'ils soient bons. Cette dépendance s'est accrue et elle a commencé par s'accroître d'abord en Allemagne. Elle s'est accrue d'ailleurs, y compris après 2014 et l'invasion de la Crimée. Et y compris en Allemagne, je le disais, où elle est passée de 40% à 55-60%
Aujourd'hui, de fait, l'Allemagne n'a pas d'infrastructure de liquéfaction. L'Allemagne a entièrement misé sur le gaz russe et donc sur les deux gazéoducs de Nord Stream pour s'approvisionner. Le tout dans le cadre du fameux Handel durch Wandel, selon lequel le commerce allait faire évoluer les mœurs. Et je crois que le meilleur constat, c'est celui qu'a tiré le ministre des Finances il y a quelques jours au G7 lorsqu'il a parlé de graves erreurs s'agissant de la stratégie énergétique allemande. Je vous rappelle qu'on parle ici de la stratégie énergétique qu'on nous présentait comme étant le modèle de la stratégie européenne en matière énergétique, qui consistait à la fois à vouloir se passer de nucléaire, investir dans les renouvelables, et un jour se passer du gaz. Mais pendant 10 ans, 20 ans, l'Allemagne n'a fait qu'accroître sa dépendance au gaz, en particulier au gaz russe. Aussi, on comprend que le traumatisme aujourd'hui en Allemagne est très violent et on peut espérer, j'y reviendrai plus tard, que ce traumatisme fasse évoluer le regard allemand sur ces questions et surtout le regard européen, dont on sait qu'il est très inspiré par le regard allemand sur ces questions de politique énergétique. La deuxième illustration, eh bien, c'est celle des prix de l'énergie, et en particulier les prix du gaz, mais aussi les prix de l'électricité, les deux étant éminemment corrélés. En fait, la seule vraie manière de couvrir aujourd'hui les embardés du prix du gaz, eh bien, c'est de détenir des actifs physiques de gaz ou d'avoir des contrats de long terme d'approvisionnement en gaz. Il se trouve que ces contrats de long terme d'approvisionnement, qui sont à prix fixe ou à prix indexé, ont été de plus en plus complétés par l'action constante de la Commission européenne, par des contrats dits de court terme, par le marché spot qui permet d'acheter à tout moment, pour une livraison immédiate, du gaz. Et c'est bien ces marchés qui permettent aujourd'hui d'équilibrer, ces marchés spot à court terme, qui permettent d'équilibrer le système gazier européen, notamment via le gaz naturel liquéfié, qui, lui, se transporte aisément et indépendamment des gazoducs. Mais dans le contexte d'instabilité mondiale actuelle, eh bien, on voit que l'Europe prend aujourd'hui de plein fouet la hausse vertigineuse du prix du gaz, qui a été multiplié par 6. Et c'est ce prix du gaz qui, automatiquement, mécaniquement, entraîne une augmentation des prix de l'électricité, qui aujourd'hui battent tous les records historiques, puisque depuis que je suis chez EDF il y a 7 ans, j'ai vu un prix de l'électricité passer de 25 € le mégawattheure à plusieurs centaines d'euros par mégawattheure, c'est-à-dire de 300, 400, 500 € par mégawattheure, ce qui est évidemment un choc majeur pour nos économies. Le troisième exemple, c'est la disparition des tarifs de l'électricité. Là aussi, cette disparition a été orchestrée, voulue par l'Union européenne au nom du principe selon lequel c'est le prix de gros de l'électricité qui doit être passé aux consommateurs afin de permettre l'émergence d'une concurrence entre fournisseurs d'électricité. Je m'empresse de dire que cette concurrence, en fait, elle n'a de concurrence que le nom, puisqu'en fait, on a vu beaucoup de fournisseurs d'électricité ne pas investir dans des moyens de production d'électricité. Et donc, on n'a pas, de ce fait, créé de nouveaux moyens de production d'électricité, moyens qui, d'ailleurs, n'étaient pas tout à fait nécessaires, puisqu'on a été longtemps en Europe dans ces situations de surcapacité. Aujourd'hui, on est dans la situation, certains la jugeront grotesque, dans laquelle, alors que l'Europe, que 20% de notre électricité seulement provient du gaz, c'est presque l'essentiel de la facture d'électricité qui est déterminé par les prix du gaz. Et les prix du gaz qui vont indépendamment de ce qui se passe dans nos frontières. C'est évidemment quelque chose qu'il s'agit de faire évoluer. Aujourd'hui, on voit partout les États intervenir de manière presque désordonnée pour contenir les hausses de prix de l'électricité. Alors en France, on voit cette hausse, on en parle beaucoup, cette hausse est jugulée à 4%. Elle a été par l'utilisation d'un mécanisme qui n'était pas fait pour ça, qui s'appelle l'AREN, l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, qui est un mécanisme imposé par Bruxelles et qui doit voir la fin de
de son existence arrivé en 2025 et qui n'est pas fait pour maintenir les prix de l'électricité à un niveau socialement acceptable. Mais ces 4% sont absolument rien à comparer de ce que vivent nos voisins européens, puisque dans certains pays, les prix ont augmenté de 20, 40, 60, 100% dans certains pays, avec un impact, là aussi, vous l'imaginez, majeur sur et l'économie et la société. Enfin, dernier exemple, la sécurité d'approvisionnement électrique est elle-même de plus en plus tendue. L'Europe connaît une perte de capacité pilotable. Alors, capacité pilotable voulant dire capacité qu'on peut utiliser au moment où on a besoin d'électricité. Le général faisait référence au plan stockage d'EDF, c'est un effort qu'on déploie, mais enfin, l'électricité a ceci qu'elle ne peut pas être stockée, et donc tout ce qui n'est pas produit immédiatement par le vent, le soleil, doit être soit compensé, soit donc par du stockage, soit produit autrement par des capacités pilotables. Et il se trouve que ces capacités pilotables ont diminué en Europe du fait de la fermeture des centrales au charbon, par souci de décarbonation, ou du fait de la fermeture de centrales nucléaires. Au niveau européen, c'est bien sûr vrai, et au premier chef en Allemagne. Donc l'Europe est sortie d'une longue période de surcapacité, alors même qu'elle ne dispose pas de réelle incitation aujourd'hui à investir dans un marché qui est de plus en plus aléatoire. De fait, tous les investissements aujourd'hui se font dans des moyens renouvelables qui bénéficient de prix à long terme, garantissant ainsi à l'investisseur un retour sur son investissement. Seule une technologie comme le nucléaire ne bénéficie pas aujourd'hui, dans l'ordre des technologies décarbonées, ne bénéficie pas aujourd'hui d'un tel mécanisme. C'est évidemment quelque chose qu'il faut faire évoluer. Alors, face à la perspective d'une pénurie de gaz russe, la réponse ne peut pas être recherchée uniquement du côté des fossiles. Et c'est bien pourtant aujourd'hui ce qu'on fait. On essaye de compenser du gaz par du gaz, alors du gaz russe par du gaz américain, sans trop dire que c'est du gaz de schiste, ou alors par du charbon, puisque aujourd'hui l'Europe relance le charbon. Les 5 plus grosses économies européennes ont augmenté leur production à base de charbon de 20%, ce qui est tout à fait une aberration historique, je dirais. Et pourtant, on voit bien qu'il ne va pas falloir poursuivre dans cette voie, puisque l'enjeu climatique est présent et il nous revient quotidiennement, soit aux oreilles, et de plus en plus, on est capable de le sentir. Donc l'indépendance énergétique doit passer par d'autres moyens, des moyens décarbonés, et c'est bien cette neutralité carbone, cette idée que la planète ne peut pas, l'humanité ne peut pas produire plus de gaz à effet de serre que la planète n'est capable d'en absorber, qu'il est utile de construire grâce notamment à un déploiement de nouvelles capacités de production d'électricité décarbonée. Et c'est bien dans ce sens que la Commission européenne s'est engagée avec le fameux Green Deal, mais aussi avec des paquets législatifs qui couvrent très largement tous les secteurs d'activité pour réduire de 55% les gaz à effet de serre. Donc on voit bien qu'il y a une accélération de la transition énergétique vers les moyens décarbonés, qui doivent être décarbonés si on ne veut pas en même temps créer une autre crise, non pas en Ukraine cette fois-ci, mais au niveau global, qui est déjà là en réalité, mais qui est celle du réchauffement climatique. Et donc il s'agit d'accélérer cette transition, et en même temps, cela suppose d'investir dans des infrastructures dont vous disiez qu'elles sont des sujets de temps long, et qui demandent beaucoup de capitaux. Et le marché aujourd'hui n'est pas fait pour cela. On ne peut pas effacer en quelques mois 30 ans d'une construction européenne qui a, comme je le disais en introduction, oublié cette question de sécurité énergétique en pensant que le marché pourvoirait. Alors la condition de cette accélération, et pour la rendre possible, y compris du point de vue des investissements, eh bien, c'est de revisiter l'architecture du marché européen. C'est ce que s'évertue à demander un certain nombre d'États, à commencer par la France au niveau européen. Ce marché est aujourd'hui dominé par une vision de court terme, où ce sont les prix de court terme qui guident des investissements qui doivent être faits à long terme et qui, de fait, bloquent les investissements. Et il s'agit
d'être en situation de conclure des contrats de long terme de manière à permettre de passer dans la facture des consommateurs que nous sommes les coûts de production de cette électricité décarbonée dont nous avons besoin pour aujourd'hui et demain, et surtout pour demain. Intégrer tous ces nouveaux enjeux de sécurité énergétique est en soi un vrai défi, et c'est là-dessus que je voudrais poursuivre. L'électrification de nos économies qui suppose qui permettent d'atteindre la neutralité carbone en 2050, eh bien, elle va amener à multiplier par 2 la consommation d'électricité dans le pays. Parce qu'en réalité, en France, l'essentiel de l'énergie aujourd'hui consommée est une énergie fossile. Il s'agit de diminuer l'énergie fossile consommée, ce qui suppose d'augmenter l'électricité consommée. C'est pour ça que les marchés d'électricité sont des marchés qui vont voir leur part de marché dans le mix énergétique doubler quand globalement on va essayer de diminuer la consommation d'énergie. Alors, aujourd'hui, si on veut vraiment déclencher ces investissements, je le disais, il faut être en situation de les dérisquer par des contrats qui permettent de financer ces investissements. Le deuxième enjeu, c'est la maîtrise du prix de l'électricité. Et le premier attribut de la souveraineté, il me semble que c'est effectivement la puissance économique, et une électricité qui reste abordable est donc un enjeu absolument clé de la souveraineté. Là encore, la question du mix énergétique, et en particulier du mix électrique, est absolument clé. Et là encore, on trouve un certain nombre d'instituts. Alors on les trouve en France avec RTE, mais aussi aux États-Unis avec Princeton, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, qui savent démontrer qu'un mix qui combine à la fois des énergies renouvelables et du nucléaire est la solution la plus pertinente, à la fois sur le plan technologique, économique, environnemental, et aussi en termes d'acceptation sociale, car il ne vous aura pas échappé que construire aujourd'hui une infrastructure énergétique est devenu quelque chose d'extrêmement compliqué, y compris en termes d'acceptabilité sociale. Et ceci est vrai pour les éoliennes, comme pour le photovoltaïque, et bien sûr le nucléaire. Un autre défi auquel on ne pense pas suffisamment, c'est celui des matériaux. La demande en matériaux critiques comme le cuivre, le nickel, le lithium va croître d'un facteur 6 dans les prochaines années. Il faut s'assurer de la résilience de nos chaînes de valeur, veiller à ce que les mines soient ouvertes en phase avec la demande, que les usines de traitement et de raffinage voient le jour au bon moment, au bon endroit. Et quand on sait qu'aujourd'hui 70% de la chaîne de lithium, qui est un composant absolument nécessaire aux batteries, se trouve en Chine, on voit bien que la transition énergétique comporte en elle-même un vrai défi en matière de souveraineté énergétique. Enfin, il nous faut des chaînes de valeur qui soient plus résilientes. On ne peut pas raisonnablement passer d'une dépendance au pétrole et au gaz à une autre dépendance technologique. Alors on pense à la dépendance aux panneaux photovoltaïques, par exemple, si on décide de faire notre transition par le solaire. C'est aussi vrai pour la dépendance à l'hydrogène. Aujourd'hui, la transition allemande vers l'hydrogène se fait vers un hydrogène qui n'est pas produit en Allemagne, qui est un hydrogène importé du reste du monde. Et là, en fait, ce qu'on voit se créer en Allemagne, c'est un passage d'une dépendance au gaz russe à une dépendance à l'hydrogène, hydrogène venant du Chili, du désert de Gobi, du Moyen-Orient. Et d'ailleurs, c'est un fait palpable puisque l'Allemagne aujourd'hui investit 2 milliards dans la géopolitique de l'énergie justement pour sécuriser cet approvisionnement en hydrogène. Donc on voit bien que là, même sur un sujet nouveau comme l'hydrogène, il y a 2 voies. Une voie de l'indépendance française, et je suis sûr que Luc aura l'occasion d'y revenir, je ne vais pas couvrir ce point, et une voie qui poursuit dans la voie de la dépendance. Voilà, j'ai déjà été un petit peu long. Je voudrais terminer en vous disant comment EDF entend contribuer aux côtés de l'État et des collectivités à cette transition ordonnée. Alors d'abord, EDF a une stratégie qui a placé cette neutralité carbone au cœur de son action. C'est notre raison d'être aujourd'hui. C'est notre raison d'être d'abord parce que c'est bon pour le climat, évidemment, mais c'est aussi notre raison d'être parce qu'on est persuadé que cette neutralité carbone, grâce à un mix électrique qui mise à la fois sur le savoir-faire en matière nucléaire et sur les nouvelles énergies
décarbonées que sont les énergies renouvelables, je n'oublie pas évidemment l'hydraulique, sont autant de capacités à gagner en indépendance, et à maintenir une indépendance énergétique, la conserver et surtout pas la perdre. La stratégie d'EDF, c'est aussi d'accélérer sur l'électrification des usages, alors mobilité électrique, chauffage par l'électricité, non plus par les radiateurs Joule qu'on a bien connus dans les années 70 et 80 et qui ont fait quelques dégâts, mais par les pompes à chaleur, qui sont en fait une forme d'énergie, de chaleur renouvelable, par l'électrification des procédés industriels, par l'aide aux entreprises à relocaliser leur production en France grâce à un contenu carbone particulièrement bas qui permet au passage de rendre plus résiliente l'économie française. EDF, c'est aussi beaucoup d'innovation, je ne vais pas avoir le temps de toutes les nommer ici. Mais c'est surtout, et je crois que c'est pour ça qu'EDF est reconnue, reste une entreprise reconnue, c'est une capacité à avoir une politique industrielle ambitieuse qui cherche à pérenniser, à renforcer notre souveraineté, qui cherche à maintenir une électricité abordable, parce que c'est dans ces conditions seulement que la transition énergétique pourra se faire avec une économie qui suit, qui cherche à créer des marchés plus stables et il y a clairement ici un travail de conviction à faire, il est à faire surtout à Bruxelles, et la crise actuelle, j'espère, permettra de dessiller quelques regards, justement du côté de la Commission européenne. L'avenir le dira, mais je le souhaite ardemment. Voilà, je vous remercie. Mon général, mesdames et messieurs, cher Alexandre, cher professeur, pourquoi parler d'hydrogène au sujet de la guerre en Ukraine et de ses conséquences géopolitiques? Grâce à Alexandre, nous savons que les énergies fossiles, donc charbon, pétrole et gaz naturel, sont au cœur des sanctions qui frappent la Russie, avec les enjeux dans les prochains mois et les prochaines années que l'on connaît. Sur le plan énergétique, la guerre en Ukraine, ça paraît assez simple. Ça oppose deux belligérants, la Russie, deuxième producteur et propriétaire de réserves de gaz naturel mondiales, et l'Ukraine, qui est dépourvue à ce stade d'exploitation de ressources fossiles, mais qui est un pays de transit et qui avait d'ailleurs, à ce titre, déjà connu des fortes tensions en 2008-2009 avec la Russie. La toile de fond aussi, même le fil directeur du rapport de force dans le conflit, c'est la dépendance de l'Union européenne au gaz naturel, puisque, comme le rappelait, l'Union européenne a importé donc, sur les 155 milliards de mètres cubes de gaz naturel qu'elle a importé, ces 155 milliards qu'elle a importé de Russie en 2021, à peu près 45%, ça représente 45% de ces importations. Donc une forte dépendance réciproque, puisque les 3/4 du gaz exporté par la Russie l'est vers l'Union européenne. Mais contrairement effectivement au calcul allemand, à l'espérance allemande, ça ne s'est pas traduit par des relations pacifiques. Mais l'énergie est un secteur économique qui obéit au temps long, ça a été rappelé, et ce qu'on a souvent tendance à oublier. Et donc essayons de prendre un peu de recul par rapport à ces événements. Et puisque nous sommes dans une instance de réflexion stratégique et militaire, je me suis replongé dans l'ouvrage de référence en matière de géopolitique énergétique, The Prize de Daniel Yergin, prix Pulitzer en 1991, qui relate, comme vous le savez, l'histoire du pétrole et des luttes qui ont bouleversé l'économie mondiale tout au long du siècle dernier autour de cette énergie primaire. Il n'est pas anodin que cet ouvrage s'ouvre sur l'incident d'Agadir. C'est cette fameuse crise diplomatique entre la France et l'Allemagne en 1911, en juillet 1911, qui avait permis d'éprouver l'entente cordiale, mais qui a surtout eu, du point de vue énergétique, comme conséquence indirecte d'être décisive dans l'histoire du XXe siècle, devenu le siècle du pétrole. En effet, c'est en observant et en analysant cette crise, en juillet 1911, Winston Churchill venait d'être nommé premier lord de l'Amirauté, qu'il a, 2 ans plus tard, la veille de la Première Guerre mondiale, pris la décision salutaire pour la Grande-Bretagne de convertir les bâtiments de la Royal Navy du charbon au pétrole.
Engager la Royal Navy de manière irrévocable dans le pétrole, c'était en effet prendre les armes contre une mer de problèmes, mais il n'y avait pas d'autre choix, la maîtrise des mers elle-même était le prix de cette aventure. Et si la guerre en Ukraine était l'équivalent de la crise d'Agadir pour le XXIe siècle, cette utopie énergétique au secours de cette réalité cruelle. Pour rentrer dans cette analyse qui n'est pas forcément consensuelle et peut-être un peu provocatrice, il convient de s'interroger sur les conséquences à court et moyen terme de ce conflit sur la stratégie européenne de développement de l'hydrogène vert. Et à cet égard, il apparaît que la guerre en Ukraine fait figure à la fois de révélateur, d'accélérateur et de catalyseur de ce changement structurel de notre système énergétique qui est le nouveau rôle de l'hydrogène bas carbone dans nos économies. Donc la guerre en Ukraine sert de révélateur car elle met tout d'abord en évidence que la stratégie européenne de développement de l'hydrogène vert, dont on va reparler, a peut-être représenté pour la Russie un risque et pour l'Ukraine une opportunité qui n'ont pas forcément été bien évaluées à l'époque. Par ailleurs, la guerre en Ukraine sert d'accélérateur parce que, face à cette guerre, l'Union européenne a réagi en accélérant la dynamique de massification de la production et des usages décarbonés de l'hydrogène. Et enfin, la guerre en Ukraine sert de catalyseur, car l'hydrogène change de nature, de contributeur à la décarbonation, elle devient également désormais levier d'indépendance et de souveraineté. Et cette guerre met en évidence, dès lors, les enjeux géopolitiques désormais associés à l'hydrogène avec lequel nous allons devoir de plus en plus composer. Tout d'abord, donc, la guerre révélateur du rôle de l'hydrogène. Quelques petits rappels, parce que l'hydrogène, avant de tomber dans la marmite de l'hydrogène chez McPhy, qui est effectivement une entreprise française, ça ne m'était pas familier. Donc pourquoi est-ce que c'est si intéressant, l'hydrogène? Parce que c'est un gaz qui, à ce titre, peut être stocké, qui est très énergétique de point de vue massique, et dont la combustion ne libère pas de CO2. Et comme l'électricité, c'est un vecteur énergétique. Et pour l'hydrogène décarboné, c'est un vecteur énergétique qui dépend du précédent, puisque tout hydrogène décarboné, s'il provient d'électrolyse, provient de centrales électriques. D'où, comme l'a souligné Alexandre Perra, l'importance d'abord de maîtriser son mix électrique. Il y a 3 nuances, si vous me permettez cette expression, de couleur dans l'hydrogène. Il y a le gris, qui est produit à partir de méthane, le gaz naturel, qui est une ressource fossile, qui est très émetteur de CO2. Les émissions de CO2 nécessaires à la production de l'hydrogène dont on a besoin, notamment dans l'industrie et pour produire l'ammoniac, correspondent à peu près toutes les émissions d'un pays comme l'Allemagne, de l'ordre de 800 millions de tonnes de CO2 par an. Et il est donc indispensable dans le raffinage pour décarboner les fuels, pour produire l'ammoniac, je l'ai dit, et le méthanol, qui est une composante indispensable de nombreuses matières plastiques. À noter qu'une part importante du gaz naturel dont j'ai parlé, qu'on importe de Russie, sert précisément à la production de cet hydrogène dit gris. Il y a l'hydrogène bleu, qui est de l'hydrogène gris dont on réussit à capter le CO2, avec la difficulté de l'extraire et de le stocker en sous-sol. Et puis, il y a celui qui nous intéresse le plus, qui est le vert, qui est produit essentiellement à partir d'énergies renouvelables par des technologies, la technologie d'électrolyse de l'eau qui convertit l'électricité en hydrogène. Les avantages de l'hydrogène et le caractère vertueux de l'hydrogène bas carbone ne garantissent pas le réalisme économique de son usage. Une des questions qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que cette transformation de l'hydrogène va se produire, pourquoi cette dynamique est aujourd'hui réaliste. Alors je passe rapidement, peut-être qu'on pourra l'aborder dans les questions ultérieurement, mais il y en a 3, et sous le contrôle du professeur Geoffron. Pour moi, il y a la baisse massive des coûts de l'énergie solaire et éolienne, puisque 2/3 du prix de l'hydrogène viennent du coût de l'électricité, donc il fallait d'abord réussir, et ça a été fait dans les décennies passées, à réduire le coût de l'énergie renouvelable intermittente. Il y a la mobilisation des entreprises et des États. Alexandre Perra a cité les dizaines de milliards qui sont prévus pour donner ce coup de pouce nécessaire à la massification. Et puis, il y a la réduction du coût des équipements, et notamment des électrolyseurs, dont McPhy est un manufacturier, un équipementier, grâce à
un effet d'échelle qui repose sur le dimensionnement croissant à la fois des unités, qu'on appelle des stacks, des projets et des usines. La crise ukrainienne a révélé, donc ceci posé, merci pour ce rappel, mais la crise ukrainienne a révélé plusieurs enjeux liés à l'hydrogène qui avaient échappé à beaucoup d'observateurs. Le premier, c'est que l'Union européenne déploie une stratégie d'hydrogène bas carbone depuis plusieurs années qui fait une large place, en fait, à l'Ukraine. Puisque dans le plan de juillet 2020, en pleine crise Covid, la Commission européenne a rendu publique sa stratégie d'hydrogène pour une Europe climatiquement neutre, qui est un plan ambitieux avec 2 fois 40 gigawatts d'électrolyseurs à mettre en place d'ici 2030, et donc 40 gigawatts en Europe et 40 gigawatts dans des pays extérieurs à l'Europe. Et sur ces 40 gigawatts étaient prévus 10 gigawatts en Ukraine, soit un quart, permettant la production d'1 million de tonnes d'hydrogène par an, avec, quand on retrouve les travaux de la Commission, et cette conférence m'a permis d'y retravailler, déjà l'évaluation de la subvention nécessaire d'1 milliard d'euros par an, ce qui est considérable, c'est à peu près l'effort français de subvention au secteur hydrogène bas carbone. Et comme l'a très justement également remarqué mon prédécesseur, cet approvisionnement d'hydrogène vert depuis l'Ukraine figure également en bonne place dans la stratégie d'approvisionnement allemande. Et donc je me suis replongé également sur ce sujet et j'ai observé qu'en janvier 2022, il n'y a pas très longtemps, la ministre des Affaires étrangères, Mme Baerbock, est allée dans la capitale ukrainienne pour l'ouvrir un bureau pour la diplomatie de l'hydrogène à Kiev, de façon à mettre des projets concrets sur les rails aussi rapidement que possible. Et parallèlement, l'Allemagne ouvrait en même temps un bureau hydrogène à Moscou. C'était en janvier, donc souvent, la veille des guerres, on prend des décisions qui sont étonnantes. Parallèlement, la position russe mérite également d'être rappelée au titre de l'hydrogène. Alors d'abord, les acteurs russes, Gazprom en tête, vous savez que c'est l'acteur principal, ont d'abord affiché, et on le comprend, une grande réticence, pour ne pas dire résistance, au développement de l'hydrogène vert, puisque deuxième producteur et détenteur de réserves, c'est quand même un énorme enjeu stratégique pour la Russie, et plaider la cause que l'hydrogène vert n'était absolument pas nécessaire. Et dans le plan stratégique, par exemple, pour l'énergie de 2035 en 2019, la Russie envisageait des exportations très modestes d'hydrogène au regard de ses volumes de gaz. Dans un second temps, Gazprom a réagi avec l'annonce, en réagissant donc à l'annonce de la stratégie de la Commission en juillet 2020, par un plaidoyer renouvelé pour convertir dans la décennie ces installations fonctionnement au charbon et au gaz naturel. Donc la thèse, c'est de dire plutôt que passer à l'hydrogène, arrêter d'être au charbon et au pétrole, passer au gaz naturel. Et puis enfin, curieusement, en février 2022, la Russie a présenté 40 projets hydrogène structurants, dont 30 projets d'hydrogène vert, ce qui est assez difficile à décrypter, un peu comme le mouvement allemand parallèle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sous nos yeux, sans que nous en ayons été suffisamment conscients, un fort hiatus s'est créé entre l'Est et l'Ouest du continent. Peut-être aurait-il fallu engager un dialogue politique entre l'Union européenne et la Russie plus tôt pour mettre sur la table ces sujets de fond. Toujours est-il que la guerre, une fois déclarée, apparaît comme un accélérateur de la transition. Accélérateur au sens où l'hydrogène, mais aussi la guerre, doivent amplifier, au sens où la guerre en Ukraine accélère et amplifie cette stratégie d'hydrogène propre de l'Union européenne pour décarboner son économie. Alors d'abord, la guerre a eu un premier impact qui a également été souligné, qui est, pour l'hydrogène vert, l'augmentation du coût des composantes, nickel et acier, un risque sur la chaîne d'approvisionnement, notamment des platinoïdes qui peuvent être nécessaires sur certaines technologies. Et puis, là aussi, on pourra en parler dans les questions, la remise en cause, l'équilibre des prix, la hiérarchie des prix entre l'hydrogène gris et l'hydrogène vert, puisque le prix du gaz explosant, les coûts d'hydrogène gris ont aussi explosé. Et donc, le paradigme sur lequel on était, qui était qu'en tout état,
cause l'hydrogène vert était plus cher que l'hydrogène gris, on s'est rendu compte que ça dépendait bien entendu du prix auquel on achète son gaz pour l'hydrogène gris et du prix auquel on achète son électricité pour l'hydrogène vert. Donc ça rebat les cartes d'une certaine façon. Ce qu'on a aussi découvert à cette occasion, je fais juste une parenthèse, c'est la dépendance vis-à-vis de l'ammoniac, qui est indispensable pour les engrais. Et donc le gaz naturel, c'est à la fois une forte dépendance énergétique, mais aussi une dépendance alimentaire. Donc, si j'en reviens à l'Union européenne qui a réagi un peu comme face au Covid, c'est-à-dire à contre-pied de ce à quoi on pouvait s'attendre d'une certaine façon, elle a accéléré et renforcé de façon considérable l'effort sur l'hydrogène. Tout ça dans un contexte, ça a été dit également, où on a pris en conscience de la dépendance du gaz russe, mais on a aussi pris conscience que cette dépendance est d'autant plus dramatique que la production européenne de gaz naturel baisse. Et que donc, quand vous lisez les documents, et bravo pour le timing de la conférence, puisque c'était la semaine dernière, les documents publiés la semaine dernière par la Commission européenne, ce n'est pas 155 gigamètres cubes qu'il faut remplacer, c'est 300 gigamètres cubes que la Commission estime devoir être remplacés. Donc comment on va le faire, puisque donc on va remplacer, l'Union européenne estime qu'on peut sortir du charbon d'ici 2022, du charbon russe, dans l'année, et d'ici 2027 pour le gaz naturel et le pétrole. Les trois axes, les économies d'énergie, la diversification des sources d'approvisionnement en gaz, et donc effectivement la réorientation des importations européennes vers les États-Unis. Donc la guerre en Ukraine a également provoqué un rapprochement transatlantique musclé dans le domaine énergétique. Et puis, dans l'hydrogène, les fameux 40 gigawatts dont je parlais tout à l'heure sont devenus soudain 120 gigawatts d'électrolyseurs à mettre en place d'ici la fin des décennies, avec une mobilisation des acteurs, dont les fabricants d'électrolyseurs, qui ont déjà un point d'étape de 17,5 gigawatts de capacité à avoir dès 2025. 17,5 gigawatts, sachant qu'il n'y a aujourd'hui que 1,7 gigawatts installés à date. Et on revient à l'Ukraine, sur ces 200 gigawatts, donc il y a 120 gigawatts d'électrolyseurs en Europe, 80 hors d'Europe, 200 gigawatts, qui doivent permettre de produire 20 millions de tonnes d'hydrogène décarboné, et donc séparés entre 10 millions de tonnes produites dans l'Union européenne et 10 millions produits hors Union européenne, et qui viendront en priorité de Méditerranée, de mer du Nord et bien sûr d'Ukraine. Et à quoi va servir cet hydrogène? Il va servir donc à décarboner la chaleur industrielle, l'ammoniac, le raffinage, la sidérurgie, la production de carburants synthétiques et, bien entendu, également certains carburants pour certains transports lorsque l'électricité n'est pas la bonne solution. Dernier effet de la guerre catalyseur. La guerre en Ukraine aura transformé l'hydrogène décarboné en instrument de souveraineté énergétique, voire alimentaire. En effet, la guerre en Ukraine a rappelé avec force à l'Union européenne sa dépendance énergétique. Nous sommes dépendants pour 60% de notre consommation de nos importations européennes. Et en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est que cette dépendance n'a fait que croître. En 1990, il y a moins d'un quart de siècle, cette dépendance ne représentait que 44%. Donc, il est temps de consacrer des investissements massifs dans les énergies renouvelables, mais aussi de créer une filière industrielle hydrogène. Et c'est là que l'électrolyse et les piles à combustible sont les deux technologies absolument clés, et que, c'était un peu sous-entendu par Alexandre Perra, il faut réussir ce qu'on a raté dans le photovoltaïque, qu'on a laissé échapper dans le photovoltaïque, où la production de panneaux est très largement passée à l'Extrême-Orient, et en particulier la Chine, d'où les investissements massifs dans toute l'Europe, parce qu'on parle de gigafactories, de piles à combustible, de batteries et maintenant d'électrolyseurs,
pour relever ce défi industriel. Car qui contrôlera ces technologies maîtrisera sa souveraineté. Deuxième volet de la souveraineté, c'est l'énergie. Et là, effectivement, se posent à chaque pays des questions fondamentales. Investir ou non dans son parc de production nucléaire, c'est le choix de la France et de 7 autres pays européens. Mais dans l'hypothèse où ce choix est négatif, il faut investir dans des ressources excédentaires en énergie renouvelable et dans toute la chaîne logistique pour pouvoir importer l'hydrogène. Et c'est la situation dans laquelle l'Allemagne se trouve aujourd'hui, avec le risque, c'est vrai, de créer une nouvelle dépendance extérieure qu'il va falloir gérer et qu'il va falloir analyser sur le plan politique, géostratégique et peut-être militaire. Ainsi, au niveau international, se déploie une diplomatie de l'hydrogène qui a déjà commencé. Plus de 30 pays ont rendu public une stratégie avec des importations et des exportations. Heureusement, la bonne nouvelle, c'est que les pays qui disposent d'une abondance d'énergie renouvelable sont plus nombreux que les pays qui disposent de ressources en hydrocarbures et que l'hydrogène peut être produit de multiples façons. On peut penser aussi que les flux seront moins importants, justement, moins stratégiques et moins importants que pour les hydrocarbures, puisque les relations énergétiques seront régionalisées. Les pays vont essayer d'ajuster au plus proche, compte tenu du coût des transports, les ressources et la demande, et d'où la position d'ailleurs favorable de l'Ukraine pour approvisionner l'Europe. Je conclus. Je vois des signes dans ce sens. La guerre en Ukraine joue donc un rôle non négligeable dans la prise de conscience que l'hydrogène pourrait devenir the fuel of choice du siècle, indispensable non seulement pour décarboner les économies européennes, mais aussi pour assurer la sécurité d'approvisionnement de ces dernières. En introduction, je demandais si l'hydrogène allait devenir le pétrole du XXIe siècle. Je pense que ça n'a pas vraiment de sens. D'abord parce que sa production est quasiment infinie alors que celle du pétrole est limitée par la géologie. Et par ailleurs, son usage restera sélectif alors que le pétrole a un temps été une sorte de solution universelle. Donc, fuel of choice, l'hydrogène n'est pas la solution miracle, mais il est de toute évidence une composante essentielle dans la transformation requise de notre système énergétique. Si les bons choix sont faits, ce gaz propre peut contribuer à notre sécurité d'approvisionnement sans émissions de gaz à effet de serre et déployé massivement à des conditions économiques satisfaisantes. On retrouve alors le fameux triptyque de toute politique énergétique solide, économie, énergie, environnement. Qui sait si les navires des grandes marines militaires ne fonctionneront pas un jour dans le courant de ce siècle à l'hydrogène, comme elles sont passées au pétrole après la crise d'Agadir. Jules Verne l'aurait alors emporté sur Churchill dans le passage de l'utopie à la réalité. L'eau serait bien devenue le charbon de l'avenir, comme il écrivait dans L'île mystérieuse. Merci. Mon général, merci de votre invitation, de votre accueil. Mesdames, Messieurs, je m'apprêtais à vous dire que j'étais très heureux de vous retrouver. J'aurais sans doute été plus insistant si les circonstances avaient été un peu différentes. Et je vous avoue que lorsque je suis venu devant vous en 2019, je ne m'attendais pas à devoir parler de guerre à l'IHEDN a fortiori. Et alors pour prolonger ce qui a été dit par mes deux camarades, j'ai prévu un plan un peu adaptatif, c'est l'intérêt d'être un vieux prof, en essayant en 3 temps de partager avec vous quelques observations sur l'avant-guerre, sur la guerre et sur, espérons-le, l'après-guerre. Vous confirmerez, mon général, qu'il y a toujours à toute guerre un après-guerre. Donc on se placera pour terminer dans cette perspective. L'avant-guerre est important parce que ce qui se déroule au moment où nous parlons doit nous conduire à réinterpréter, en tout cas à analyser posément un certain nombre de choix qui ont été faits, disons, depuis le début de ce siècle et un certain nombre d'événements qui sont intervenus durant la précédente décennie. Les choix procèdent en particulier, ça a été dit notamment par Alexandre, de la manière dont les Européens ont conçu la problématique de sécurité d'approvisionnement.
De ce point de vue, si on considère en particulier évidemment la question du gaz, la France a plutôt été avisée avec un portefeuille d'importation qui est assez diversifié et qui de fait nous conduit à dépendre assez peu du gaz russe. Mais dès lors que nous sommes insérés à l'intérieur de l'Europe, nous sommes également tenus par les choix qui ont été faits par certains de nos voisins et on peut avec le recul s'étonner et ça a été fait, et par Alexandre et par Luc, par les choix qui ont été faits par l'Allemagne, finalement, de multiplier plutôt les tuyaux reliant l'Allemagne à la Russie pour ses importations, plutôt que d'avoir une politique plus volontariste de diversification. Alors, il y avait un certain nombre de fondements à ça, notamment Gazprom, qui a été très très présent et qui venait expliquer, ça a été le cas assez régulièrement dans mon centre de recherche, que les différents incidents qui avaient pu intervenir depuis le début de ce siècle, de fait, ne devaient pas conduire à perdre de vue une vérité historique, qui était que le gaz, y compris pendant la guerre froide, était toujours arrivé, et que si les incidents étaient intervenus, eh bien, c'était lié à des pays de transit, et l'Ukraine étant un pays de transit. C'est cette conviction commune qui s'était installée qui est rompue, et nous y reviendrons pendant la guerre et en essayant d'interpréter l'après-guerre. Quelques éléments de contexte également sur la précédente décennie, qui a tout de même été une décennie assez étrange, notamment parce que, on l'a peut-être un peu perdu de vue, eh bien, les États-Unis sont devenus le leader mondial sur la scène pétrolière et un leader de tout premier rang, en tout cas un acteur de tout premier rang au niveau gazier, ce qui n'était pas censé être dans l'histoire américaine et ce qui a eu toute une série d'impacts, on ne va pas réinterpréter, et la présidence Obama et la présidence Trump au travers de ce prisme. Mais de fait, ce surgissement en particulier du pétrole de schiste américain, on reviendra ensuite sur le gaz de schiste, a eu pour effet de déstabiliser assez profondément la scène pétrolière, de conduire à de nouvelles alliances. On parle aujourd'hui d'OPEP+, schématiquement l'OPEP+, c'est l'Arabie Saoudite au sein de l'OPEP, la Russie et une dizaine de pays exportateurs qui lui sont proches, donc une grosse vingtaine de pays qui sont coalisés pour mettre en œuvre des mécanismes de régulation du prix du pétrole. Et tout ça finalement en réaction à l'effondrement des prix du pétrole qui est intervenu en 2014, assez largement sous l'effet de la montée en puissance de la production nord-américaine. Cette déstabilisation qui est intervenue et finalement cette recomposition du marché du côté de l'offre avec l'OPEP+, est également un des termes de la guerre à l'heure actuelle et on y reviendra dans quelques instants. Ce qu'on doit également, si on se penche sur la décennie passée, évidemment, c'est dire quelques mots, non pas simplement de la COP21, mais du chemin qui va de la COP21 à la COP26, et qui, on le dit assez peu, est un chemin dans lequel on a fini par évacuer le climato-scepticisme, alors évidemment qui ne se traduit pas, tout ça ne se traduit pas dans des politiques nécessairement volontaristes, mais une des conclusions de la COP26, qui encore une fois a été trop peu mise en avant, c'est que plus de 90% des émissions mondiales de gaz à effet de serre émanent de pays qui ont pris des engagements de neutralité carbone, alors qu'ils ne sont pas tous au même horizon. L'Islande, je crois, a pris des engagements aidés par la géothermie, des engagements à 2035, et puis pour les derniers, notamment l'Inde, on est plutôt à 2070. Mais le fait que, de fait, il y ait une sorte d'obligation à définir un horizon de la neutralité carbone, c'est également un des termes, me semble-t-il, enfin en tout cas un des progrès et un des éléments que pourrait remettre d'ailleurs en question la guerre. Et enfin, tout dernier élément de l'avant-guerre, eh bien, il y a la crise sanitaire. Alors cette crise sanitaire, elle a encore un effet de traîne, elle a eu un effet sur un certain nombre de filières énergétiques, notamment pour mettre à l'arrêt une partie de l'industrie pétrolière, jusqu'à conduire à des prix égaux à zéro, voire inférieurs à zéro à certains moments aux États-Unis. Et tout ça, à l'heure actuelle, a un impact sur la production nord-américaine qui est moins dynamique qu'elle aurait dû l'être à cette période, parce qu'une partie de l'extraction, de la fracturation du pétrole de schiste aux États-Unis a été très fortement ébranlée par différents chocs, et notamment le choc du Covid. Et le choc du Covid pèse encore sur la période actuelle, ce qui nous permettra de passer, si je puis dire, à la guerre, parce que la demande chinoise est moins dynamique
qu'on aurait pu escompter dans une période moins perturbée par la crise sanitaire. Et c'est un des arguments mis en avant par l'OPEP+, pour augmenter très très légèrement, à pas très lent, sa production, de telle manière à maintenir des prix du pétrole qui sont assez solidement ancrés, sauf effondrement de l'économie mondiale, qui sont assez solidement ancrés au-delà de $100 le baril, et sans doute pour un moment. Donc tous ces éléments étaient très partiellement finalement dans le débat lorsque j'étais venu vous voir en 2019. Vous vous souvenez peut-être, pour celles et ceux d'entre vous qui étaient là, qu'on s'était projeté à 2050, et peut-être nous étions projetés à 2050 sans regarder suffisamment finement les menaces sous-jacentes. Je viens de m'efforcer de résumer. Ça a été dit, je crois, par Alexandre et ou par Luc, la conviction commune qui était également de faire la paix par le commerce, qui est finalement dans une tradition, qui est très ancrée dans ce qu'est l'idéal européen, n'est pas allé au-delà de nos frontières, en tout cas pas très au-delà de nos frontières à l'Est, et donc on a surévalué la perception de notre sécurité collective. Deuxième temps, la guerre. Alors il faut tout d'abord observer que cette guerre vient révéler des interdépendances intra-européennes qui font, et c'est ce que j'indiquais il y a quelques minutes, que même lorsque la France considère que le fait d'avoir comme principal fournisseur la Norvège, qui est un pays avec lequel nous entretenons des relations commerciales dans lesquelles la géopolitique n'a pas d'interférence, et bien que tout ça nous mettait à l'abri, on a compris que ça n'est pas le cas. Et il est intéressant de comprendre les différents types d'interdépendance qui sont apparus, à la fois du fait de la guerre, mais même dès le début 2021, progressivement. Vous avez sans doute à l'esprit qu'entre le début 2021 et la fin de l'année, le prix du gaz, par exemple, a fait x5. Et donc, on a observé, ça a été dit par Alexandre, une transmission mécanique au prix de l'électricité, de telle manière que dans un certain nombre de pays européens, il a fallu intervenir très vigoureusement, et qu'au moment où nous parlons, nous sommes sous couvert de boucliers. J'imagine que c'est une appellation qui est tout à fait adaptée à des temps guerriers, mais avec, et pour l'électricité, le gaz, et avec des conséquences sur une entreprise qui est représentée ici, un certain nombre de conséquences qui n'avaient pas été anticipées, et un coût pour la collectivité qui, d'après le décompte le plus récent, est aux alentours de 30 milliards d'euros, de telle manière à protéger notre collectivité contre ce choc. Il y a un troisième type d'interdépendance qui apparaît au travers de la guerre, et qui procède du fait que nous sommes finalement une coalition de démocratie, et que nous allons devoir affronter collectivement, c'est d'ores et déjà le cas. Alors cette collectivité a également ses débats internes, notamment si on regarde du côté hongrois, mais que de fait, à nouveau, nous allons devoir être conduits à être solidaires, parce que de toute façon, une absence de solidarité, dès lors qu'on est à l'intérieur d'une zone économique et monétaire par ailleurs pour ce qui est de la zone euro intégrée, de toute façon aurait des conséquences drastiques chez les voisins de pays qui seraient très fortement impactés. Si le gaz était coupé à l'Allemagne, il est évident que l'industrie française et globalement le PIB français aurait à s'en ressentir très douloureusement, très durement, même si les calculs économiques sont très difficiles à réaliser sur ce point. Et donc nous avons à la fois un devoir moral, et qui à nouveau est dans l'idéal européen, de solidarité, mais ce devoir, il est également ancré dans des considérations économiques sonnantes et trébuchantes. Donc nous allons devoir, au travers de cette crise, nous réinventer, ce qui est le modus operandi européen, parce que de toute façon, nous ne pourrons pas être un îlot protégé par des boucliers tarifaires si certains de nos voisins, on peut penser à l'Allemagne, on peut penser également à l'Italie, qui dépend globalement beaucoup du gaz, et en particulier du gaz russe, devait être affecté par la suite du conflit. Alors dans ce conflit, on n'est toujours pas dans la guerre, il est question d'embargo, et avec une progressivité du côté européen, avec un embargo qui doit, je pense, arriver
doit être totalement mis en œuvre au 1er août de mémoire pour ce qui est du charbon. Il y a une discussion en cours, avec des exceptions sans doute, en Hongrie notamment, pour faire de même au terme de l'année 2022 pour le brut dans un premier temps et puis les produits pétroliers. Tout ça dans le cadre du 6e paquet de sanctions, et il y aurait une logique à s'interroger ensuite dans le 7e, dans le 8e paquet de sanctions peut-être, sur l'intensité de notre dépendance au gaz. Le fait d'imaginer un embargo sur le gaz, évidemment, serait beaucoup plus complexe, pour des raisons qui procèdent des modalités de transport du gaz. Le gaz est gazeux, alors que le pétrole est liquide, et donc on transporte plus aisément et du pétrole et du charbon comparativement à du gaz. Une partie des substituts qu'on pourrait trouver, et assez partiellement au gaz russe, devra être liquéfiée. La liquéfaction du gaz conduit à porter ce gaz à moins 162 degrés. C'est à mon tour de parler sous le contrôle de mes camarades, voilà, 1 ou 2 degrés près. Et puis à le regazéifier, à supposer évidemment qu'il y ait des bateaux dédiés qui sont des méthaniers, qu'il y ait un équipage également dédié, formé à ce transport, et puis qu'il y ait des infrastructures à l'arrivée qui permettent de regazéifier cette matière première. Et avec également une difficulté qui est que dès lors que les infrastructures ont été conçues pour massivement transporter du gaz de l'Est vers l'Ouest, eh bien, il faut avoir à l'esprit que le réseau gazier, il n'a pas été conçu pour faire le chemin inverse, et par exemple pour faire remonter du gaz importé d'Espagne. L'Espagne est plutôt surcapacitaire en termes de capacité d'importation de gaz naturel liquéfié, pour essayer de le faire remonter via la France. Alors déjà, il y a des difficultés pour franchir les Pyrénées parce que les interconnexions sont insuffisantes, et puis pour amener ces ressources aux points de consommation qui seront les plus sensibles et qui seront, en toute hypothèse, plutôt à l'est de la France. Et donc, à nouveau, on peut penser à l'Allemagne, on peut penser à l'Italie, et puis on peut penser à des pays de l'Est de l'Europe où il fait moins 25 certains hivers. Un des enseignements également de ce conflit, c'est une manière d'observer que, si on reste évidemment, et c'est ce qui nous est demandé sur le terrain de la géopolitique, une manière d'observer que la coalition qui s'est formée en 2017, en 2016, et donc qui s'appelle l'OPEP+, est restée solidaire au travers de cette guerre, ce qui conduit à dire très concrètement qu'à date, les Saoudiens ont plutôt préservé leur relation au sein de cette coalition avec la Russie plutôt que la relation traditionnelle avec les États-Unis. Les choses pourraient être amenées à changer, mais de fait, pour l'instant, on observe une remontée de la production au sein de l'OPEP, vraiment à pas très lent et sans mesure qui permettrait de faire baisser sensiblement les prix du pétrole et de les faire redescendre sous les $100 le baril. Autre enseignement, il me reste 5 minutes, j'en termine avec cette guerre, si je puis dire, en tout cas avec la partie de mon exposé qui procède de quelques observations relatives à la guerre. Cette guerre nous révèle également que un certain nombre d'actifs économiques seront échoués. On parle en anglais de stranded assets. Très concrètement, on peut penser à Nord Stream 2, c'est à peu près acquis d'ores et déjà. Donc des infrastructures qui étaient dédiées finalement à alimenter le modèle énergétique européen et singulièrement au cœur de tout ça le modèle allemand avant la guerre, eh bien, n'auront sans doute pas d'utilité. Et cette question des actifs échoués, évidemment, elle doit nous interpeller parce que ces actifs, déjà, ont leur contenu d'euros, ont leur contenu de carbone. Et donc, il faut être tout à fait attentif à ne pas réinvestir dans un nouveau cycle qui pourrait conduire à investir dans des tuyaux. Il pourrait être question, par exemple, de relier l'Algérie au Nigeria sur 4000 km avec un investissement qui est, je crois, de l'ordre entre 10 et 15 milliards d'euros pour être prudent, mais avec également son fort contenu géopolitique et qui conduirait à nous relier également de toute façon et mécaniquement à un producteur d'énergie fossile.
Tout dernier point sur cette guerre, on en parle évidemment dans des termes dans lesquels on concentre l'attention sur les questions environnementales, les questions énergétiques et par conséquent les questions environnementales. Il se trouve que cette guerre a une composante alimentaire qui peut-être va prendre le pas sur tout le reste. Et d'ailleurs, il y a une interdépendance entre les questions alimentaires et les questions énergétiques. En Europe, pourrait se poser la question à l'avenir de produire plus de bioénergie, de biocarburants par exemple, mais des tensions très probablement vont apparaître sur l'intérêt collectif que nous pouvons avoir à user de notre foncier agricole pour des besoins énergétiques ou pour des besoins alimentaires. Alors l'après-guerre et l'après-guerre en deux temps au niveau européen et au-delà du niveau européen. À court terme, je vais passer très vite, ça a été dit, évidemment il y a un défi qui est le prochain hiver et puis l'hiver d'après, les tensions pourront baisser, mais c'est une période durant laquelle il ne faudra pas s'étonner, c'est d'ores et déjà le cas, que ceux de nos voisins qui ont encore du charbon et qui ont un parc de centrales à charbon plus important que le nôtre, les utilisent plus massivement. À la clé de tout ça, évidemment, il y a le fait d'éviter l'effondrement de certaines sociétés européennes. Et d'ailleurs, on a observé que nos centrales, qui au moment où nous parlons devraient être à peu près fermées, vont garder pour certaines une durée de vie un peu plus longue. Donc la sécurité à court terme, évidemment, va s'imposer. Mais finalement, au-delà de ces mesures de court terme, la réalité des choses, c'est que désormais, nous avons une taxe carbone à un niveau très très élevé. Nous avons une taxe carbone. Alors, la nuance, c'est que cette taxe carbone, elle ne va pas à Bercy, ou elle ne va pas abonder le trésor allemand, elle va en Russie et ailleurs. Mais de fait, nous allons devoir réagir à des niveaux de prix qui sont des niveaux de prix très élevés. Et Luc l'a dit, dans la comparaison entre l'hydrogène gris et l'hydrogène vert, eh bien, l'écart est en train de se réduire mécaniquement dans ce contexte. Et cette observation, on va la faire finalement à peu près pour l'intégralité des technologies décarbonées ou des modifications de comportement qui peuvent éviter de consommer du carbone. On peut penser à des mesures de sobriété. Alors j'ai un grand plaisir à être avec vous parce que l'amphithéâtre qui est composé là est assez différent de celui de mes étudiants habituellement. J'ai suffisamment de cheveux blancs pour me permettre de faire cette observation. Et donc mes étudiants, je leur explique, mais je ne perdrai pas de temps à vous l'expliquer, ce qu'on a été conduit à faire assez brutalement en 73 et dans les années qui ont pu suivre, qui ont été des années assez rudes et dans lesquelles on a fait des efforts qui étaient des efforts de sobriété. Eh bien, j'allais dire, le rendement économique de la sobriété et de l'efficacité par ailleurs va avoir un effet de levier plus important dans ce contexte et puis va s'imposer très probablement comme une nécessité. Au niveau mondial, pour terminer, évidemment, ce qui est en train de se passer est extrêmement préoccupant parce qu'on avait là au cœur du jeu un acteur mondial à la fois des énergies fossiles, mais de toute une série de matières premières qui, pour certaines d'entre elles, vont être essentielles pour la transition énergétique. Et donc, la modification de la place de cet acteur sur la carte du monde énergétique suffit à modifier la future carte de ce monde énergétique. Et on en voit les prémices. Il y a un certain nombre de barils de pétrole qui auraient dû trouver une finalité en Europe, qui sont réorientés en Inde par exemple, alors évidemment à des prix cassés, moins 30, moins 35%, et ces flux réorientés, c'est très probablement ce qu'on va trouver à l'avenir, et le monde pourrait se partager entre, j'allais dire, un monde russe avec les pays qui acceptent encore de commercer avec la Russie et un monde non russe dont nous pourrions faire partie. Alors peut-être que sans aller jusque-là, eh bien en tout cas, assez mécaniquement, il arrivera moins de matières premières russes et en particulier moins de matières premières énergétiques russes que ce qu'on avait pu anticiper. Tout dernier point qui nous ramène finalement au début de la conversation, enfin le contexte dans lequel on vit, au-delà des urgences créées par ce conflit, c'est tout de même un contexte dans lequel nous devons à la fois assurer notre sécurité d'approvisionnement, mais nous devons ne pas perdre de vue les engagements qui ont été pris durant la COP21 et ce conflit ne doit pas nous détourner. Alors pour nous, Européens, et ça a été dit par mes camarades, je pense que ça va plutôt être un accélérateur. Il n'est pas du tout certain que ça le soit partout dans le monde. Je prends simplement un exemple. L'Europe va être un concurrent féroce sur le marché mondial du gaz naturel liquéfié.
Et ce gaz naturel liquéfié, il avait notamment vocation à aller dans d'autres endroits du monde, notamment en Asie, et notamment à servir de substitut au charbon. Et donc, évidemment, on ne pourra pas se contenter, nous, Européens, parce que derrière tout ça, il n'y a pas simplement la volonté d'échapper aux tensions qui s'imposent à nous et d'aller vers un monde décarboné de telle manière à sortir de notre dépendance au carbone. Voilà, j'allais dire, la vision européenne est ce qui nous lie à une dimension universaliste, et donc on ne doit pas perdre de vue, que ce soit en matière énergétique ou a fortiori à court terme en matière alimentaire, les conséquences de ce conflit. Je vous remercie et très heureux de poursuivre ces échanges. Merci beaucoup à tous les trois. Bon, comme le temps nous est compté, je parle de ce lundi, bien évidemment, hein, n'ayez pas peur. On va aller assez vite avec quelques questions qui me sont venues en vous écoutant. On l'a dit, dans géopolitique, il y a politique, il y a aussi diplomatie. J'aurais aimé évoquer 2 secondes avec vous, peut-être avec Patrice Geoffron pour commencer. Un divorce à l'allemande. Est-ce qu'on peut encore parler de couple franco-allemand au moment où l'Allemagne vote contre la taxonomie verte, c'est-à-dire, vous allez l'expliquer, c'est un peu technique, mais c'est très important et c'est actuel, l'entrée du nucléaire dans les énergies de transition. Est-ce qu'en faisant ça, on ne met pas en péril, tout simplement, là j'ai envie de me tourner vers Alexandre Perrat, la filière nucléaire française? Alors Alexandre complétera sur la dimension nucléaire, et Luc connaît vraiment très bien l'Allemagne. Je me contenterai de faire observer que c'est surtout pas le moment d'avoir une vision idyllique de ce qu'ont été historiquement les relations entre la France et l'Allemagne. Et donc il n'y a pas de doute sur le fait que nous formons un couple, il n'y a pas de doute sur le fait que ce couple a ses moments de tension, et la période actuelle en est une. Cela dit, et ça a été, je crois, évoqué par Alexandre tout à l'heure, la période est quand même une période de grand mea culpa et peut-être de repentance de l'Allemagne, parce qu'il y a une partie des difficultés qui vont s'imposer à nous et de la solidarité que nous allons devoir manifester, qui est quand même assez largement liée au terme de l'Energie 22. Et donc on peut, compte tenu de ce qu'est la coalition allemande, je ne suis pas très étonné de ce qu'est en tout cas à ce stade la position prise sur la taxonomie, parce qu'il est un peu temps pour faire amende honorable ou pour reculer sur le champ de bataille. Mais je doute fort que cette position soit tenable, notamment parce que plus que jamais, l'Europe vraiment a besoin du parc électronucléaire français, et les difficultés rencontrées à l'heure actuelle par ce parc sont un problème, et pour la France, c'est très au-delà. La taxonomie, c'est un mot un peu technique, mais je pense que vous pouvez l'expliquer en quelques secondes. Finalement, c'est la science du classement. Et qu'est-ce qu'on classe pour ceux qui... on classe les bonnes activités et les mauvaises. C'est très manichéen. Il y a ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et par définition, il vaut mieux être dans ce qui est bon, parce que si on n'est pas dans ce qui est bon, les investisseurs auront du mal à recommander à leurs clients d'investir dans ces activités. Et donc, la taxonomie, en soi, n'empêche pas de financer des activités, n'empêche pas de développer des activités. Avec une taxonomie en Europe, on peut continuer à développer du charbon, si on le souhaite vraiment, pas ce qu'on souhaite du tout, mais enfin, c'est possible. En revanche, c'est mal financé, et donc c'est plus cher, cette idée-là. Et le débat entre la France et l'Allemagne est évidemment un débat entre nucléaire et gaz. Absolument. Alors, il y a une position d'équilibre qui semble avoir été trouvée. J'accepte ton nucléaire français si tu me laisses mettre le gaz dans la taxonomie, alors avec évidemment des approches différentes. Le gaz présenté comme énergie de transition, et le nucléaire étant présenté par la France comme une énergie plus pérenne, en tout cas comme étant décarboné. Votre question, est-ce que ça met en danger le parc? À vrai dire, oui, non, et finalement non. Oui, malgré tout, parce que dire telle activité est bonne ou mauvaise, d'une certaine manière, comme je vous l'ai dit, rend le financement plus difficile, mais en fait, ça la classe globalement. Et on peut imaginer qu'au-delà du financement, eh bien, demain, c'est tout label finalement qui voudrait classer telle ou telle activité qui se référerait de la taxonomie
qui est qu'une taxonomie financière, mais qui finalement reproduirait un peu mécaniquement cette vision manichéenne. Donc c'est en soi un danger. Malgré tout, je dirais que à plus long terme, ce on espère, moi je crois aux cordes de rappel de la réalité, c'est que la température montant, il faudra bien qu'à un moment on soit capable de la faire, cette transition énergétique. Et je ne crois pas qu'on puisse faire une transition énergétique en Europe sans le nucléaire. Voilà. Il y aura d'autres solutions, mais il faudra du nucléaire, et Patrice le rappelait justement. La difficulté que rencontre le parc aujourd'hui ne fait qu'accroître les problèmes qu'on connaît en Europe, et je crois que certains voient la valeur du parc nucléaire quand il tourne. Luc Poirier. Ah oui, comme je suis assez engagé effectivement dans le franco-allemand, je réagis. Effectivement, je ne pense pas qu'on puisse faire la transition écologique sans le nucléaire, et je ne pense pas qu'on puisse non plus faire la transition écologique en France sans l'Allemagne. Donc les deux vont ensemble, et l'amitié franco-allemande est une fleur fragile qui doit être arrosée tous les matins, disait un ambassadeur de France à Berlin. Et là, on est effectivement dans ce genre de moment sensible, où chacun peut faire preuve d'humilité, puisque Patrice a rappelé qu'effectivement l'investissement dans Nord Stream 2 va être sans doute un stranded asset, et puis plus globalement que toute la vision allemande qui est que le gaz naturel va servir de transition, d'être l'énergie de transition entre le charbon et le pétrole et l'électricité et l'hydrogène, pour résumer, tout ça est battu en brèche. Donc c'est le moment de discuter, et c'est le moment, la taxonomie, c'est très compliqué en fait quand on descend dans le détail, et la première chose à faire, c'est de ne pas laisser nos amis allemands tout seuls à Bruxelles, et d'aller travailler, d'envoyer des Français pour faire valoir le point de vue, parce que souvent quand on discute avec nos amis allemands, ils disent « Ah oui, c'est vrai, on n'y avait pas pensé. » Ah ben, il faut y penser. Voilà. C'est souvent ça, c'est souvent aussi un degré d'engagement et d'aller au contact, en général. Vous avez eu la bonne idée, alors qu'on est à peine rentré dans l'été, de nous parler de l'hiver prochain. Donc moi j'ai une question très très simple que beaucoup de gens se posent finalement, c'est de savoir si l'approvisionnement cet hiver, l'hiver prochain, est assuré alors que la moitié des centrales nucléaires sont à l'arrêt. Sur la question du gaz, je pense qu'on peut dire qu'il y aura probablement des difficultés sur l'approvisionnement en gaz et qu'on va probablement être obligé d'organiser, pour ne pas utiliser d'autres mots, l'ordre dans lequel on privilégie des usages du gaz. Et certains parleront d'économie du rationnement, ça c'est pas du tout impossible. S'agissant du parc nucléaire, là encore, tout dépendra, je dirais, et on va être un peu dépendant du climat. Si on est dans une situation dans laquelle la température descend très en deçà des normales saisonnières, alors on a une marge. On peut être amené, effectivement, à organiser différentes choses. La première chose, c'est que c'est RTE qui gère ça, hein, c'est pas EDF, RTE, filiale exactement, transporteur d'électricité, et qui a la vision globale de la France, est en situation d'abord de déclencher un certain nombre d'effacements. Donc on va demander à des clients, souvent des gros clients industriels, de ne pas produire. Ils renoncent à produire, ils sont payés pour ne pas produire, de manière à ne pas soutirer de l'électricité. Et puis, bien sûr, on va déclencher tous les effacements chez les Français. Il y a encore beaucoup de Français qui ont des petits boîtiers qui s'appellent Tempo, qui leur permet de ne pas... Ils sont incités à ne pas consommer ces jours-là, parce que l'électricité leur coûte plus cher ces jours-là, et contre une électricité moins chère les autres jours. On va globalement encourager aux éco-gestes, donc avec des messages relayés vers les Français pour leur demander d'éteindre les lumières, de débrancher les appareils, etc., etc. Chose que normalement on devrait faire naturellement, mais là on le rappellera. On a d'autres moyens, RTE a d'autres moyens à sa main, c'est de baisser la tension de 5%, et c'est absolument indolore pour la population, elle ne le voit pas, sauf qu'au lieu d'être à 220 volts, on est à un voltage
inférieure et ça ne se voit pas. Et puis, dans dernier recours, si les températures sont vraiment beaucoup plus froides que la normale saisonnière et sur un temps long, parce qu'il y a une inertie dans le système, alors on peut être amené à organiser ce qu'on appelle des délestages. Donc on coupe des parties du territoire très délimitées. Voilà. Ça, c'est vraiment la dernière mesure utilisée et ça n'a pas été utilisé depuis bien des années en France. Mais on se prépare à ça parce qu'évidemment, une crise peut toujours arriver en France. Vous avez employé l'expression mixte électrique. On emploie souvent plus l'expression mixte énergétique. Donc on comprend bien que l'objectif stratégique, c'est d'électrifier, si je puis dire, le mix. Bon, alors on se pose tous le mixte énergétique. La question de savoir dans quelle mesure cet objectif est atteignable. C'est-à-dire, est-ce qu'on en a les moyens financiers ? Comment faire ? Alors que le nucléaire est en partie, je ne vais pas insister à l'arrêt, l'ancien nucléaire et le nouveau n'est pas encore construit, alors qu'il faudrait, vous l'avez souligné, développer les énergies renouvelables dans des proportions inégalées, alors que la filière hydrogène est à ses débuts. Donc la question de la soutenabilité de la transition se pose véritablement, et alors que on voit bien toutes les questions sont liées, l'inflation redémarre, la baisse du pouvoir d'achat des moins aisés est une question qui se pose au pouvoir public et que se dessine aussi la fin de l'argent facile. Donc comment pensez-vous stratégiquement, si je puis dire, ou prospectivement résoudre toutes ces équations ? Que puissent être résolues toutes ces équations ? Facile. Déjà, il me semble qu'il faut... qu'on est allé à HEDN, donc c'est intéressant d'avoir cette discussion ici, me semble-t-il, notamment parce que il me semble pas qu'on l'ait eu assez aisément dans d'autres instances et que le débat public au cours de ces derniers mois, y compris à l'abord au terme d'une campagne électorale, et poser les termes du débat dans toute leur acuité. Encore une fois, la protection générale qui nous a été proposée, qui pouvait s'entendre face à un choc et au sortir et après une longue crise sanitaire, elle est à l'évidence pas durable. Et donc ça, il faut le dire. Au moment où nous parlons, il y a 5 millions de ménages qui sont des précaires énergétiques, 12 millions de personnes à peu près en France, et auprès desquelles il faut parvenir à prioriser, me semble-t-il, l'effort que va faire la collectivité. Cela d'autant que si les boucliers devaient, par hypothèse, mais je pense que ça ne peut pas marcher, c'est pas soutenable financièrement, mais imaginons qu'on reste dans ce régime de quoi qu'il en coûte, à ce moment-là, on passe à côté d'une partie de l'objectif qui est que les ménages les plus aisés doivent être sensibles à l'évolution des prix si on veut faire ensuite les bons investissements. Si on veut qu'il y ait une migration accélérée du véhicule thermique au véhicule électrique, par exemple, si on veut qu'il y ait plus d'investissements dans les pompes à chaleur, si on veut qu'il y ait plus d'investissements dans l'efficacité thermique à la maison, eh bien, il faut que les ménages qui ont les moyens de le faire le fassent et que ceux qui n'ont pas les moyens de le faire soient accompagnés ou qu'en tout cas l'effort de la collectivité soit concentré sur ces personnes. Alors la difficulté étant qu'on peut identifier les ménages en situation de précarité énergétique à la maison, vient se surajouter une précarité qui est liée à la mobilité, qui est beaucoup plus difficile à identifier. Mais de fait, il faut, il me semble qu'il faut se souvenir de ce qu'on a pu être conduit à faire, y compris relativement au programme électronucléaire en 73 et dans les années qui ont suivi. Il me semble qu'on est dans une année et on a pu sortir par le haut. Oui, et comme c'est aussi une guerre, on peut en appeler au sacrifice ou pas, à votre avis ? On l'a pas trop fait jusque-là. Moi, j'ai pas été. Je m'attendais. J'étais extrêmement attentif au débat et en essayant en mettant 1 euro dans une boîte à chaque fois que j'entendais parler de sobriété, ce qui n'a pas souvent été le cas. Et lors de la finale, si je puis dire, à la présidentielle, on avait d'un côté ce bouclier, de l'autre côté la perdante qui proposait de baisser la TVA, ce qui est la dernière chose à faire, me semble-t-il. Mais de fait, on n'a pas eu un débat qui conduise à imaginer, peut-être que c'est ce qui a été évoqué aujourd'hui au premier Conseil des ministres, on n'a pas eu de débat qui consiste à imaginer comment répartir l'effort. Et cette question, elle va se poser doublement à l'intérieur de chacune des nations européennes et entre les nations européennes. Parce que la question de l'effort, si le gaz nous était coupé, parce qu'on parle là tranquillement, si je puis dire, mais comme si la problématique c'était celle d'un embargo. Au moment où nous parlons, la Pologne, la Bulgarie, la Finlande se sont vus couper le gaz et l'électricité. Par ailleurs, pour ce qui est de la Finlande.
Donc il est possible qu'on ait à se confronter très durement à une situation où le gaz serait coupé. Et le niveau de remplissage des stockages en Europe ne va pas permettre d'affronter l'hiver sereinement. Alexandre ? Je pense que la situation, effectivement, réinterroge les usages. Et de fait, on est aujourd'hui dans une sobriété qui est un peu contrainte, puisque le gaz risque de ne plus arriver, il est coûteux, et puis l'électricité se renchérit. Le thème de la sobriété est un thème qui a été un peu mis effectivement de côté, alors qu'il est absolument premier. Et quand je parle de sobriété, je ne parle pas seulement d'efficacité énergétique, parce que souvent les gens qui assument facilement le mot de sobriété, en fait, parlent d'efficacité énergétique, qui est le même usage avec moins d'utilisation d'énergie grâce souvent au progrès technique. Quand on parle de sobriété, il faut vraiment être en situation de repenser nos usages énergétiques de manière à baisser globalement notre consommation et notre facture énergétique, ce qui, de fait, va, je le disais tout à l'heure, de pair avec une augmentation du recours à l'électricité, mais en fait, augmentation moindre que ce qu'elle serait sans sobriété. Donc en fait, c'est bien ça la première marche de la stratégie énergétique et de la stratégie d'EDF, c'est encourager cette sobriété. Et ensuite, développer les renouvelables et consolider le parc nucléaire pour qu'il produise, et puis chercher, parce que 50% des émissions qui devront avoir été abattues pour atteindre la neutralité carbone dans le monde en 2050 le seront grâce à des technologies qui soit n'existent pas, soit ne sont encore pas déployées. Comme l'hydrogène par exemple, qu'il faut être capable de déployer. Mais je me pose une question en vous écoutant, comment on fait de la stratégie, puisqu'on a vu que la politique énergétique était toujours une politique de long terme, considérant la volatilité des prix et l'incertitude des marchés? C'est précisément tout le problème, et c'est ce qui conduit aujourd'hui un certain nombre d'acteurs à demander une réforme profonde de la manière dont le marché européen fonctionne. Et on ne peut pas garder un marché qui est essentiellement, qui donne un tel poids aux signaux de court terme, et donc très volatiles, en espérant que des investisseurs investissent à long terme, à commencer par les ménages qui doivent acheter une voiture électrique qui coûte plus cher qu'une voiture thermique, ou une pompe à chaleur qui coûte plus cher que de garder sa vieille... Alors justement, avant de passer la parole, s'il y a quelques questions, vous n'hésitez... Voilà, je vais vous passer la parole, mais moi j'ai des questions un peu naïves. Je ne comprends pas très bien le rapport, parce que vous ne l'avez pas expliqué, entre le prix de l'électricité et le prix du gaz. Ça va pas de soi. J'y vais. Il se trouve que le prix de l'électricité sur la plaque européenne, le prix de marché, de court terme, est défini par ce que coûte le démarrage de la centrale, la dernière centrale qui permet d'assurer l'offre et la demande. Donc en fait, on a un niveau de demande, on a une offre, l'offre est mise en face de cette demande, et c'est le coût de cette centrale qui permet de répondre à la demande qui fixe le coût pour le prix pour toute l'électricité. Il se trouve qu'en ce moment, combustible inclus, et il se trouve qu'en ce moment, cette centrale, c'est une centrale au gaz, qui donc prend en compte les prix du gaz, plus les prix du CO2, et donc plus les prix du gaz augmentent, plus démarrer cette dernière centrale qui permet de répondre à la demande coûte cher, et plus l'électricité coûte cher. Est-ce que c'est à peu près résumé correctement? Non, je ne comprends pas tout, mais je comprends l'origine de l'expression usine à gaz, en fait, là, en vous écoutant. Je vais passer le micro. Oui, j'ai oublié de vous demander si vous pensiez que la marine pouvait fonctionner à l'hydrogène rapidement. L'hydrogène, plutôt le e-fuel, non? Moi, Oui, donc quand on dit l'hydrogène, il y a des dérivés de l'hydrogène, ammoniac, e-fuel, méthanol. Après, ça devient un peu technique. On a une question. Oui, Amiral Deveau, deuxième section. On a bien compris, il faut doubler la production d'électricité le plus rapidement possible. Et l'hydrogène vert, je comprends que M. Poirier roule pour l'hydrogène, mais l'hydrogène vert, il faut l'électricité pour faire l'électrolyse. Donc, le sujet majeur, c'est comment on produit de l'électricité 2 fois plus en quantité, doubler la quantité, en restant bas carbone. Les réponses, elles étaient données.
c'est pas pour rien que le président candidat a dit dans mes premières priorités, les 10 premières priorités pour l'horizon 2030, c'est que je relance un plan électronucléaire. D'accord? Alors, comment on le paye, etc. Il y a urgence. Alors, j'aimerais savoir ce que vous pensez du plan du CRME qui a été présenté à l'Assemblée nationale le 9 décembre, par rapport au plan jugé prudent et, disons, politique par sa mesure avant les élections présidentielles et législatives, le plan N3 du RTE. Bon, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que vous parlez de géopolitique de l'énergie. Moi, je crois qu'il y aura une géopolitique de l'énergie nucléaire. Les Anglais ont 15 centrales, puis vont construire 2 EPR, et ont compris qu'il fallait pousser dans le nucléaire, et même les Polonais, qui sont 100% au charbon ou presque, sont à fond pour le nucléaire. Il y a 14 pays qui disent le nucléaire, ça nous permettra de faire la transition énergétique. Alors, arrêtons de tourner autour du pot. Quelle est votre question, monsieur? Voilà, comment on fait? Moi, j'ai l'impression que la question a été quand même très largement tranchée par la présidentielle et puis par un discours fondateur, refondateur, je trouve, dans la politique énergétique qu'on appelle le discours de Belfort, qui prévoit justement la relance du plan nucléaire. Mais là encore, ça ne suffit pas en réalité. Ce que je disais, il va falloir beaucoup de sobriété pour baisser la demande, beaucoup de renouvelables. Il ne faut pas croire qu'on peut faire tout avec du nucléaire. Ça n'est pas vrai. Il faudra du renouvelable, beaucoup de nucléaire et beaucoup d'innovation. Je vais prendre juste un exemple. On parlait tout à l'heure, vous demandiez si on peut faire voguer la marine avec de l'hydrogène, on dit plutôt des e-fuels. Si on veut effectivement électrifier par un dérivé de l'hydrogène l'aéronautique mondiale, toute l'aéronautique mondiale, tous les avions qui volent aujourd'hui et qui représentent 3% des émissions de CO2, il faut dédier à cela la production de tout le parc électrique mondial. Voilà. Donc il faudrait dédier l'ensemble du parc électrique mondial pour faire voler les avions qui volent aujourd'hui, sans émettre de carbone. Donc ça dit le défi. Donc il faut, bien sûr qu'il faut des renouvelables, bien sûr qu'il faut des nucléaires, et puis il faut essayer de maîtriser la consommation d'énergie globale, parce que sinon ça ne bouclera pas. Alors, on va bientôt éteindre la lumière, comme ça on va faire des économies d'énergie. Donc là, je laisse la parole pour une dernière fois, soit une très longue question, soit 3 très très courtes. Alors, une là-bas, très courte ou une longue? Vous allez nous le dire. Très courte, on y va. Merci. On est dans une société de plus en plus digitalisée. Je voulais savoir, la sobriété énergétique des entreprises aurait-elle un impact sur l'alimentation des data centers et donc également sur les services que vont proposer les entreprises, aussi bien aux particuliers qu'aux autres entreprises? Merci. Oui, la consommation énergétique des data centers est gigantesque, elle est croissante. Alors, à peu près, en général, les grands secteurs, on ne se trompe pas quand on dit c'est 3%. Tout est 3%, sauf, je crois, la consommation du numérique qui est le double, je crois, 6 à 8%. Donc effectivement, il y a tout un programme autour améliorer l'efficacité des data centers, essayer de faire de l'innovation autour des data centers, récupérer la chaleur, etc. Puis je crois globalement qu'il faut traiter le problème à la racine, c'est développer, et on est capable aujourd'hui de coder de manière responsable en essayant d'utiliser un minimum de données. Et puis, franchement, je crois qu'il faut aussi qu'on interroge nos usages individuels. Est-ce qu'on a tous besoin de 4G ou de 4G pour de regarder nos films en ultra haute définition quand on le regarde sur un petit portable? Je pense qu'il y a toute une éducation à faire, surtout quand c'est pour regarder des petits chats. Voilà. Un dernier mot sur les nouveaux usages et puis... Oui, je pense qu'il faut là qu'on ait vraiment un débat de fond et qu'on n'a pas du tout eu dans nos sociétés ou dans les sociétés européennes. Il y a soit un fanatisme du numérique, soit un bashing du numérique. En fait, le numérique, c'est comme le bon et le mauvais cholestérol.
J'ai cru comprendre qu'il y a quelques centaines de personnes qui nous regardent à distance. Peut-être que certaines d'entre elles seraient venues si on n'avait pas eu la possibilité de cette retransmission. Donc ça, on peut considérer que c'est le bon cholestérol. En revanche, les petits chats que tu évoquais en 4G, on peut faire l'hypothèse que c'est du mauvais cholestérol. Il faut évidemment qu'on apprenne ça, mais c'est compliqué parce que ça suppose de bien comprendre dans la chaîne de valeur où se trouvent les consommations derrière. Mais comme de toute façon, aucun domaine de nos consommations n'échappera à une réflexion et donc à un apprentissage de la sobriété, en tout cas du discernement, il n'y a évidemment pas de raison que le numérique y échappe. Peut-être juste si je ne suis pas un spécialiste de digital, mais le cours du Bitcoin s'effondrant, on peut peut-être y voir un motif d'optimisme. Parce une des difficultés, lit-on, est que justement on prend conscience du coût énergétique de ces technologies. Merci à vous, merci à tous les trois et sobre sur la climatisation cet été.